Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois ce matin Dr Martial Joseph Ayipo, président de l'UDL, entendez, Union pour le développement et les libertés. Dr Ayipo est également un leader de l'opposition. Bonjour docteur et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors nous parlerons ce matin des récentes sénatoriales. Nous parlerons également de la sempiternelle question de la réforme de la commission électorale indépendante. Nous parlerons aussi des prochaines élections locales et de ce qui paraît aujourd'hui un peu difficile à comprendre quand même, c'est ce manque d'unité au sein de l'opposition. Alors, docteur Martial Joseph Ayipo, comment expliquez-vous le fait que depuis 7 ans, l'opposition ivoirienne, dans son ensemble, n'a jamais pu faire reculer le pouvoir du président Ouattara? Mais disons que l'opposition ivoirienne est divisée par la guerre qu'il y a entre les deux tendances du FPI. Et donc à partir de ce moment, il est impossible d'atteindre un seuil maximal de mobilisation de l'ensemble des populations par rapport aux objectifs que nous nous fixons. Alors, comment comprendre cela? Est-ce qu'il faut attendre que le FPI fasse son unité avant que toute l'opposition se retrouve et avance? Bon, disons que pour nous qui sommes des historiens, nous savons qu'ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, il a fallu l'union entre Bédié et Ouattara pour combattre Laurent Gbagbo. D'un point de vue même historique, la Russie, ou du moins l'Union soviétique et les États-Unis se sont mis ensemble devant la menace hitlérienne. Et donc, ce que nous ne comprenons pas vraiment et que la plupart même des militants même du FPI ne comprennent pas, c'est que d'abord, on ne sait pas quelles sont les raisons de ces contradictions. Et si ces contradictions existaient, est-ce qu'elles ne pouvaient pas être mises, entre guillemets, par rapport à l'urgence de la situation que vit notre pays? Parce que si on ne fait rien en tant qu'opposition, on va véritablement dans une dérive dictatoriale et ce serait la catastrophe pour l'ensemble de notre pays. Donc, par rapport à ça, il faut bien qu'on réfléchisse à des schémas et à des scénarios pour qu'on trouve des solutions pour qu'éventuellement nous puissions atteindre l'objectif de la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire. Dernièrement, l'opposition a voulu se mobiliser pour la réforme de la CEI. Il y a eu beaucoup de déclarations médiatiques, mais c'est pas allé beaucoup plus loin. La manifestation tout de suite a été dispersée. Comment cela se fait-il qu'on a comme l'impression que c'est quand seulement il y a des élections que vous vous mobilisez sur cette question de la réforme de la CEI? Non, disons que depuis plusieurs années, même ceux qui sont entrés à la CEI en 2014, sur la base du fait qu'ils souhaitaient voir si le gouvernement allait évoluer éventuellement sur leurs demandes, ils ont été satisfaits puisque aujourd'hui, tous ont décidé de retirer leur confiance à la commission électorale aujourd'hui. Donc c'est pour dire que le combat a été permanent, même en interne, pour ceux qui avaient fait cette concession au gouvernement de bonne foi, mais ils se rendent compte clairement aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ensemble de l'opposition ivoirienne condamne fermement cette commission électorale et exige que le gouvernement se mette aux normes de la commission de la Cour africaine des droits de l'homme qui, dans son arrêt du 16 novembre 2016, l'a condamné comme étant illégitime, illégal et souhaiterait que, effectivement, l'État de Côte d'Ivoire se mette aux normes internationales. Et c'est dans ce combat que nous sommes. Et ce combat, il faut que ce soit clair et sûr du gouvernement, sera permanent jusqu'à ce que cette CEI tombe. Est-ce que le gouvernement est obligé de respecter cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme? Absolument, parce que nous sommes déjà partie prenante de cette Cour en tant que membre fondateur, mais étant donné que c'est une institution internationale, ces décisions sont exécutoires pour l'État de Côte d'Ivoire. Mieux, le ministre d'État, l'ancien Premier ministre Aoutou Jeannot, chargé du dialogue avec l'opposition, nous a répondu à un courrier que nous lui avons adressé. Il a dit clairement que c'était un arrêt exécutoire, mais que le gouvernement n'était pas obligé de l'appliquer, pour la raison simple que les conditions de sa mise en application ne sont pas réunies. En d'autres termes, si l'opposition s'unit, si l'opposition va dans la bonne direction, bien entendu, le gouvernement sera amené
à exécuter cet arrêt. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas le manque de stratégie du côté de l'opposition pour faire plier le gouvernement? Non, nous avons proposé à l'ensemble des forces de l'opposition le Front uni qui nous permettrait de mobiliser et les politiques et la société civile. Et je crois que ce plan a été mis à mal par le fait que devant l'avancée de la mobilisation, il y avait des réticences par rapport à des individus, par rapport à des questions et des querelles. Et finalement, on n'a pas encore pu réunir, mais on se bat toujours dans ce sens-là pour que effectivement toutes les forces qui refusent que cette CEI soit celle qui va organiser les prochaines joutes électorales soient maintenues. Je crois qu'à un moment donné, tous seront obligés de se mettre ensemble pour obtenir sa liquidation et la mise en place d'une nouvelle. Est-ce que vous avez la certitude que la société civile est aujourd'hui à fond dans son engagement sur cette question-là? Disons qu'elle a l'image de la société ivoirienne, elle est traversée par des contradictions, elle est aussi en prise avec ses propres réalités. Mais ce qui est important, et c'est ce que nous retenons, c'est que c'est grâce à la société civile, notamment par le biais de l'APDH, que nous avons aujourd'hui une décision de justice internationale qui condamne une institution nationale et lui exige un changement par rapport aux normes internationales. Et ça, c'est une grande victoire qu'il ne faut pas ignorer. Nous, en tant que politiques, tout ce que nous pouvons faire, c'est de soutenir cette action de la société civile et aboutir à ce que le gouvernement change de position et qu'il arrive à la table des négociations tripartites, opposition, société civile, gouvernement, pour qu'on trouve une solution. L'opposition a boycotté les sénatoriales, mais elles ont eu lieu, elles ont eu bel et bien lieu. Je peux juste vous corriger. L'opposition ne pouvait pas être à ces sénatoriales dans la mesure où ceux qui constituent le collège électoral... C'est un boycott, voilà. En fait. Non. En fait, ils ne sont pas présents dans le collège électoral. Le collège électoral, ce sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et les députés. Ils n'ont pas participé véritablement aux élections de 2013 qui, de façon illégale, sont obligés de voter un Sénat pour la Troisième République. Nous sommes entièrement dans toute légalité. Ce que l'opposition a fait, c'est de tirer les conclusions qui sont que, un, n'ayant pas de conseillers, n'ayant pas d'électeurs, il ne peut pas être à cette élection. Et deux, effectivement, du fait que nous sommes dans une anticonstitutionnalité avec la prise de l'ordonnance par le président et le refus systématique du gouvernement d'appliquer l'arrêt de la Cour africaine, nous ne pouvons pas y être. Alors, mais là, c'est en fait aujourd'hui, il y aura un Sénat. Bon, c'est un Sénat qui ne nous intéresse pas. Parce que nous considérons que c'est un Sénat illégal et anticonstitutionnel. Mais ce sera une institution de la Côte d'Ivoire. Tout ce que une institution démocratique. Tout ce que la commission électorale aura mis en place comme institution après des élections illégales et légitimes est frappé de nullité absolue. Donc pour nous, c'est un non-événement. Parce que nous allons nous battre jusqu'à ce que ce Sénat soit dissous et qu'il y ait des élections conformément aux règles après avoir obligé le gouvernement à mettre en place une nouvelle commission électorale. Mais cette commission électorale exécute aussi un mandat. Est-ce qu'elle est déjà arrivée à la fin de son mandat? À partir du moment où la Cour africaine des droits de l'homme la disqualifie, je ne crois même plus qu'il est question pour les juristes, pour une question de procédure, de parler de mandat. L'institution elle-même, elle est discréditée, elle est illégitime, elle est illégale. À partir de ce moment-là, les modalités pratiques devaient être prises pour qu'effectivement elles disparaissent et que la Côte d'Ivoire se mette aux normes internationales indiquées par l'arrêt de la Cour. Docteur Martial Ahipo, récemment, vous avez renoué le contact avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Absolument. Qui vous a reçu, qui a reçu d'ailleurs l'ensemble des fessistes d'il y a quelques années. Bon, il y a une sorte d'union sacrée qui vous lie depuis toujours. Absolument. Dans tous les cas, un fessiste reste un fessiste. Et donc, nous avons entamé un processus de réconciliation au sein de notre mouvement. Toutes les tendances, comme vous le savez aujourd'hui, tous les partis politiques sont animés par des fessistes. Et les contradictions qu'il y a eu entre les partis ont eu des conséquences en notre propre sein. Et c'est pour cela que depuis quelques moments, nous essayons de rassembler tout le monde. Le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, étant un des nôtres,
parce qu'on ne peut pas le nier. Il a été secrétaire général de 95 à 97. Donc, il était important que l'ensemble des camarades aillent le voir et qu'on lui dise, bon, nous souhaitons que tous les FECIS se réunissent et que l'esprit de solidarité et l'esprit de réconciliation puissent prendre entre nous. Parce que si nous-mêmes nous sommes réconciliés, je pense que peut-être les potentiels conflits pourraient être évités et dans le respect de nos choix, voilà, de nos choix pluriels. Est-ce le début d'un soutien éventuel à la candidature d'un potentiel candidat à la présidentielle de la République? Non, disons que nous sommes aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, nous sommes dans un cadre très spécifique de la FECI, c'est-à-dire des combattants, des gens qui ont la légitimité historique du retour du pluralisme en Côte d'Ivoire. Donc par affinité, ça peut se faire aussi? Non, disons que nous sommes strictement dans le cadre de la solidarité pour le moment. Nous estimons que le plus important, il faut d'abord qu'on s'unisse et qu'on essaie de régler les contradictions qu'il y a eu entre nous du fait de nos engagements pluriels, et après que nous nous réconcilions, et qu'à partir du moment où la solidarité et la réconciliation seront en tout cas achevées, certainement que tout FECIS, quand il se retrouve à être nôtre, le minimum c'est de parler de politique. Mais pour le moment, il faut que ceux qui ont été des ennemis d'hier se réconcilient dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'il a dit, Guillaume Soro, à propos de Blé Goudé, Charles Blé Goudé? Mais il a dit que c'était son secrétaire à l'organisation et qu'il le saluait. Et nous avons même décidé, en tant qu'instance au conseil des SG, d'aller saluer aussi le camarade Charles Blé Goudé, voire profiter de l'occasion pour rencontrer le président Laurent Gbagbo, pour leur dire effectivement le travail que nous sommes en train de faire ici. Donc Guillaume Soro ira voir Laurent Gbagbo? Bon, disons que nous sommes en train de préparer les modalités pratiques. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais bien entendu, nous avons déjà envoyé par le biais de son avocat le message à notre frère et nous attendons le retour. Et à partir du moment où nous dirons la disponibilité, parce qu'effectivement, il faut prendre des mesures, on s'organisera pour y aller. De la même manière, on allait voir Soro, on ne pouvait pas aller voir Charles et le président Gbagbo sans avoir vu Soro qui est ici avec nous. Voilà. Alors, docteur, que vous inspire la question qui divise aujourd'hui le RHDP, la question de l'alternance au sein de cette coalition au pouvoir, mais également la question du parti unifié? Bon, disons que c'est une question qui ne me regarde pas. Vous savez très bien. Vous êtes ivoirien, vous êtes acteur. Moi, je suis un des chefs de l'opposition. Ouais. Bon, je ne vais pas faire de commentaires sur ce qui se passe au sein du RHDP. Ça, c'est la cuisine qu'ils vont laver entre eux. Mais nous, personnellement, nous, on regarde de loin. Voilà. Et vous êtes si indifférent? Absolument. Moi, je ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Parce que pour t'intéresser, il faut que tu aies été présent et que tu aies... Qui sait quel accord ils ont signé entre eux? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Il n'y a pas de témoins oculaires, il n'y a pas de documents, il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment entre eux. Nous, on est loin, on regarde. On a vu récemment le président Pascal Afine-Guessan se rapprocher d'Henri Konan-Bédié. Monsieur Vaudier également se rapprocher d'Henri Konan-Bédié. Non, écoutez, juste pour vous donner l'information, le professeur Vaudier est un très grand ami du président Bédié depuis l'époque de la lutte anticoloniale. Oui, je crois que il n'empêche que dans ce contexte-ci, bien sûr, tout à fait, voilà. Il n'empêche que dans ce contexte-ci, avec ces déclarations au sortir de cet entretien, on peut se dire quand même, il se passe des choses, non? Non, disons. Vous n'avez pas ce sentiment-là? C'est le père du constitutionnalisme en Côte d'Ivoire et peut-être même en Afrique francophone. Et donc, il s'étonne que le gouvernement ait pris une ordonnance en lieu et place d'une loi organique qui avait été déjà arrêtée en Conseil des ministres et contre toute attente qui a été changée. Et donc, en tant que constitutionnaliste et puis ancien président du Conseil constitutionnel, ils prennent la tâche avec l'un des membres statutaires, voilà, au regard du droit, en tant qu'ancien président de ce conseil-là, qui est le président Henri Konan-Bédié. Et je crois aujourd'hui que tout le monde est d'avis que le président Henri Konan-Bédié est une figure centrale de la situation actuelle dans notre pays. Et donc, il est important que chaque Ivoirien qui le peut
puisse aller le voir et discuter avec lui, prendre aussi son avis pour se rassurer et aussi plaidoyer par rapport aux perspectives qui s'annoncent extrêmement complexes. Et donc, nous sommes absolument d'avis avec tous ceux qui vont le voir et peut-être que nous irons aussi le voir. Alors, docteur Aïpo, toute dernière préoccupation, comment se porte l'UDL aujourd'hui? Disons que notre organisation se met dans la dynamique de l'opposition. Et nous travaillons au front uni parce que individuellement, nous ne pesons rien, mais collectivement, nous sommes forts. Et nous allons effectivement, dans les mois qui viennent, le démontrer sur le terrain. Est-ce que vous irez aux prochaines élections locales? Disons que pour le moment, nous avons un combat, celui de la légalité de la commission électorale. Ce combat-là, nous allons l'achever d'abord, avant que nous ayons... je ne suis même pas, à mon avis, je ne suis même pas sûr que le président organisera ces élections. Je veux dire le président Ouattara, il organisera ces élections locales dans la mesure où il a eu son Sénat. Je suis persuadé que d'ici quelques mois, il nous sortira encore une autre ordonnance pour dire que pour des raisons financières, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'élections locales et donc tout est reporté en 2020. Vous lui prêtez des intentions? Je ne lui prête pas, ce sont les faits. Il a fait faire au Conseil des ministres une loi organique en décembre, dernier Conseil des ministres en décembre 2017, janvier, février 2017, 2018, c'est une ordonnance. Donc avec lui, il faut être ouvert et il ne faut jamais être surpris. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et bonne journée à vous. Merci aussi.